j'espère juste que ça va devenir quelque chose de meilleur, que tout le monde va prendre conscience qu'il faut être responsable dans ce qu'on doit partager, ce qu'on doit montrer auprès du grand public. Pour moi, le futur de l'influence, déjà, je pense qu'on va commencer à faire ça serait bien qu'on fasse une bonne distinction entre les influenceurs, parce qu'ils ont juste des abonnés, et les créateurs de contenu, qui sont là pour plus partager quelque chose, qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à montrer, parce que, malheureusement, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui, on peut avoir des abonnés en faisant un peu n'importe quoi. Les marques, déjà, je pense qu'elles le différencient déjà, et notamment, quand on voit des grandes marques qui demandent le certificat de l'influenceur responsable, c'est parce qu'elles veulent quand même faire la différence entre les influenceurs qui sont là pour quelque chose et ceux qui ont juste des abonnés. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. On se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante spécialiste de l'influence sous toutes ses formes. L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur 4 n'était pas mentionnée, aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne. Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs. Dans cette série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenu qui viennent d'univers très différents. Mode, lifestyle, voyage. Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu. Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une influence plus éthique. Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique. Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast. Retrouvez un épisode tous les 2 jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage. Une production originale de Myriam Ouni et Lisa Omarin. Bonne écoute! Enchantée tout le monde, moi c'est Naëla, je suis modèle et influenceuse. Je suis sur les réseaux, notamment Instagram, connue sous le nom de Je t'amour. Donc j'ai commencé il y a quelques années et je suis maintenant représentée en influence par Serette Productions. Et avec moi, il y a mon cher ami Alex qui est aussi représenté par Serette. Alors enchanté tout le monde, moi c'est Alex Goya sur les réseaux sociaux. J'ai commencé sur YouTube en 2016 plus ou moins, avec des vidéos lifestyle, de mode, de danse, etc. Ça fait depuis 3 ans que je suis représenté par l'agence Serette Productions. Alors mes contenus sur les réseaux sociaux tournent principalement autour de la mode, de la K-pop aussi. J'ai commencé à parler de mode sur YouTube avec des petits hauls sur les friperies. C'est quelque chose dont personne ne connaissait réellement. Et donc j'ai voulu un peu initier ma communauté aux friperies à la seconde main. Petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la mode parce que c'est quelque chose qui me faisait sentir plus fort. Ouais, je suis d'accord, c'est très fort et ça nous représente tous. La mode, ça fait partie de la vie de chacun. Et je pense que pour Alex et moi, c'est d'autant plus, ça fait partie de notre vie car c'est notre travail. Donc on est influenceur mode. Moi, j'ai commencé tout d'abord en étant modèle. Donc j'ai été repérée à l'âge de 16-17 ans. Donc j'ai d'abord commencé en tant que modèle photo. Et puis après, petit à petit, mes réseaux se sont développés quand j'ai commencé à plus poster en parlant de ma vie, en postant ma vie et surtout mes tenues, etc. Et maintenant, ça fait partie de notre vie, quoi. C'est notre métier à plein temps. Mais du coup, toi, à quel moment justement t'es tombée dans l'influence? Tu t'es dit, ça va être mon métier. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de transition entre. Il n'y a pas eu un moment dans ma vie où je me suis dit, je vais devenir influenceuse. Je suis un peu tombée dedans, avec dans le mannequinat, etc. J'ai commencé à poster plus de photos de moi, etc. Et depuis, mes réseaux se sont développés et petit à petit, de manière naturelle et organique, je me suis rendu compte un peu que j'avais une communauté et que en partageant plus de ma vie et de moi et de mes tenues, etc., c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais être influenceuse, ou du moins que je l'étais déjà, en fait. Je m'en suis rendu compte quand je l'étais un peu déjà, on va dire. Et toi ? Moi, j'ai commencé
Je vais pas dire que j'ai commencé l'influence parce que de base, j'ai pas commencé pour être influenceur. Je faisais mes études de graphisme en école de graphisme, de codage, etc. Et quand je rentrais chez moi, je faisais des petites vidéos YouTube parce que je t'avoue que j'avais pas vraiment d'amis. Et quand je voyais les autres influenceurs lifestyle faire des vidéos et avoir plein d'amis, et ben ça m'avait un petit peu, ouais, ça m'avait incité à faire pareil. Donc je rentrais chez moi, je faisais mes petites vidéos YouTube. Ça a fonctionné absolument pas. Pendant 2-3 ans, j'ai continué à faire des vidéos sans même faire de vues. Au bout d'un moment, j'ai gagné beaucoup en visibilité. Les gens m'ont découvert, ont appris à me connaître, ont appris de moi, de par mes vidéos. À ce moment-là, en fait, j'ai compris qu'il y avait des gens qui me suivaient et des gens qui prêtaient attention à ce que je faisais, ce que je partageais. Vraiment ouais, enfin, j'influençais en fait. Je faisais quelque chose et les gens refaisaient ce que je faisais. Et je me suis dit, ouais, c'est ouf quand même. Et du coup, tu as un exemple de quand tu t'es rendu compte qu'on s'inspirait un peu de toi et que t'inspirais les gens? Alors là, j'ai un petit exemple qui me vient en tête. Je me rappelle qu'un jour, j'avais posté une vidéo où j'avais mis mon pantalon à l'envers. Vraiment, je l'ai retourné, tu sais, un peu à la Margiela, tout ça, mais c'était un jean que j'avais acheté en friperie, quoi. Je l'ai mis à l'envers et il y avait plein de mes abonnés qui ont posté une photo avec leur jean à l'envers. Je me dis, mais déjà, c'est quand même une idée farfelue de le faire, mais en plus que les gens le reprennent, je trouve ça ouf. Et avec la danse, c'est plus ou moins similaire. J'ai commencé à faire de la danse en 2016 réellement, grâce à un groupe de K-pop, Blackpink, parce qu'elles ont commencé en 2016. Donc, elles ont posté des vidéos d'elles de danse, de leurs clips, et j'ai commencé à reprendre leur chorégraphie. On appelle ça des dance covers, comme des covers de chants. Donc, je me filmais en train de reprendre leur chorégraphie de clips, et je me filmais à les refaire. Beaucoup de gens m'ont soutenu, m'ont dit c'est trop cool, tu te mets à la danse, etc. Il y a des gens de ma communauté qui ont voulu danser avec moi. En fait, aujourd'hui même, les gens avec qui je danse, c'est même des abonnés qui sont devenus des amis à moi, tu vois. On partage la même passion pour la danse, la même passion pour la K-pop. Et je trouve ça cool parce que du coup, grâce à ces vidéos de danse, j'ai pu me faire plein d'amis, en fait, tu vois. Et c'est comme une grande famille. En fait, j'aime pas employer le mot abonné parce que pour moi, c'est pas des abonnés, c'est comme une famille, tu vois. C'est comme des amis. C'est avec eux que je partage ma vie, c'est avec eux que je rigole. Et qui te soutiennent. Qui me soutiennent. C'est comme une deuxième famille, tu vois. Ouais. Et toi qui baignes dans l'influence et le mannequinat, est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes ou des différences dans ces deux univers? C'est deux milieux qui sont quand même proches. On les regroupe souvent parce que même quand on est influenceur, on fait des shoots, etc. Mais c'est quand même très différent, rien qu'à l'approche du travail qu'on a. Parce qu'en étant mannequin ou même modèle, on travaille pour quelqu'un. Et c'est-à-dire qu'on est un peu leur petite poupée, quoi. Donc j'arrive sur le set, j'ai rien à dire sur la DA, sur le maquillage, sur les tenues. J'arrive et mon seul métier, c'est de poser, quoi. Et c'est le métier où pour les gens qui défilent, c'est de défiler. Il y a aussi une différence avec le traitement, rien qu'avec les agences. On a moins notre mot à dire. On va dire que quand je suis mannequin, je ressens vraiment le fait que je travaille pour mes clients, que c'est à moi toujours de les satisfaire. Mais avec l'influence, nos clients, ils cherchent aussi à nous rendre heureux parce qu'ils nous contactent pour aussi nos idées créatives, car ils nous ont vu fonctionner et travailler sur les réseaux sociaux. Et ils savent qu'on sait ce qui va plaire à notre communauté. Donc, avec l'influence, on a quand même beaucoup plus de liberté. Parce que quand on a une OP, et surtout de maintenant plus en plus, on est beaucoup plus libre sur la création, sur la DA, etc. Et je sais que moi, j'adore mon agence de mannequinat, mais j'ai quand même une meilleure relation avec mon agence Serette et mes agents parce que je ressens beaucoup plus cet esprit de famille et cet esprit de on est tous là pour créer de belles choses et il y a plus ce côté ils sont là pour moi et moi aussi je dois les satisfaire, etc. Mais oui, dans le mannequinat, c'est un milieu qui est quand même très dur et c'est pour ça que c'est quand même très différent de l'influence. Est-ce que tu as un exemple de collaboration avec une marque où justement tu as eu cette liberté de création Oui, il y a très peu de temps, j'ai collaboré avec Lancôme, donc qui est une très belle marque et j'étais très ravie de le faire. Et justement, c'était en 2 parties. Donc, j'avais d'abord à créer un Reels sur Instagram. Et pour ça, j'avais quand même carte blanche sur toute la création. Et ça m'avait vraiment fait plaisir de pouvoir créer un beau Reels pour eux et de m'inspirer de leur histoire et de m'inspirer aussi de ma propre histoire pour créer une jolie vidéo qui nous correspondrait à tous les deux, à moi et aux clients. Et la deuxième partie, c'était donc un shoot qui a été donc organisé par Serette et Lancôme.
Et dans ce shoot, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit vraiment l'évolution du monde de l'influence, de la mode et de la beauté, parce que c'était un shoot avec beaucoup de diversité et qui reflétait beaucoup de facettes de nous, de notre création et aussi de l'image du parfum idole de Lancôme. Et toi, Alex, t'as une collab qui t'a plus marqué qu'une autre ? Récemment, ouais, cette année, j'ai collaboré avec Prutix et mon agence de production du groupe Serette pour faire 3 documentaires sur la Corée du Sud, donc la K-pop, la K-food et la K-beauty. Incroyable. Ouais, c'était en avril, c'était vraiment une expérience incroyable. Le but, c'était vraiment de montrer 3 facettes différentes de la Corée du Sud à travers sa culture. Et c'était vraiment incroyable. On est parti jusqu'en Corée du Sud. On a filmé là-bas de 8h jusqu'à minuit. Enfin, c'était incroyable tous les jours pendant 1 mois. C'est vraiment un voyage qui m'a beaucoup marqué parce qu'il était très intense et que j'en ai appris énormément sur la Corée du Sud alors que j'y étais en 2019, mais je l'ai pas vécu de la même manière, voire mieux, tu vois. Parce que tous les jours, on courait à gauche, à droite, on mangeait, on goûtait, on rencontrait des influenceurs. Je suis même allé jusqu'à me refaire le nez là-bas, mais c'est quelque chose que je voulais faire. Hein. On m'a absolument pas obligé à faire quoi que ce soit. C'est un truc qui me complexait et j'ai profité de l'occasion pour le faire et pour le filmer et pour le montrer parce que j'ai aucun tabou avec ma communauté. Et ouais, c'est vraiment un voyage que j'ai adoré faire et surtout que j'ai été libre sur ce que je voulais montrer, sur les idées créatives. Et voilà, quoi. Après, toi, je sais pas si tu as déjà voyagé à l'étranger grâce à une marque ou pas, mais est-ce que ça te tenterait d'aller en Corée du Sud ? Est-ce que c'est un pays qui t'intéresse ou... Ah ouais, ça m'intéresserait de ouf. Et surtout, en ayant vu tout ce que tu as fait là-bas. Déjà, quand j'ai vu que tu avais fait cette mini-série docu sur la Corée, j'ai vu que c'était un match parfait, quoi, parce que vraiment, t'en parles énormément de la Corée, etc. Et on a appris beaucoup de facettes de la Corée. C'est vrai que je savais que la chirurgie esthétique, c'était quelque chose qui était vraiment démocratisé là-bas. Et du coup, c'était intéressant de voir toi, en tant que... t'es plus proche de nous qu'un influenceur français qui va là-bas et qui le fait. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'une opportunité comme ça, c'est top. Franchement, je suis hyper fier qu'il m'ait choisi parce que je suis pas forcément coréen, tu vois, mais j'en parle sur ma chaîne YouTube, tu vois. Tu parles énormément de la culture coréenne et c'est ce qui compte. C'est pour ça aussi qu'ils t'ont choisi, parce que si t'es juste coréen mais que t'en parles pas, ça aurait pas non plus apporté grand-chose. T'es quand même un des porte-parole. Tu fais beaucoup de danse avec la K-pop, etc. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, quoi. Puis c'est cool. Enfin, je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est cool que justement ils mettent quelqu'un qui n'est pas forcément coréen, qui visite le Corée parce que il voit d'un œil un peu différent, tu vois. Alors que s'il met un local qui connaît déjà son pays, ce serait peut-être un peu moins pertinent, tu vois. Oui, c'est intéressant de voir ce pays à travers tes yeux, de voir que, quand t'es super intéressé par la culture, que ça fait partie des premières fois où tu vas dans ce pays, etc. C'est beau à voir. Et c'est quelque chose qui a vraiment renforcé ma communauté et moi-même parce qu'en fait, des gens qui me suivent, c'est des jeunes qui sont aussi passionnés de Corée du Sud, de K-pop, etc., qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en Corée du Sud. Donc, ils découvrent tout ce que je fais en Corée du Sud à travers mes yeux. C'est un petit peu un voyage que je partage à travers Internet, tu vois. Voilà, ils sont hyper contents pour moi comme ils peuvent être contents pour eux, tu vois, mais c'est vraiment un partage, en fait. Ils ont hâte de voir ce que je vais faire là-bas, ils ont hâte de découvrir de nouvelles choses à travers moi et c'est cool, quoi. Est-ce que tu te sens proche de ta communauté ? Comment tu entretiens justement ton lien avec ta communauté ? Je me sens quand même assez proche de ma communauté. Et comme tu le disais auparavant, j'ai l'impression que c'est une petite famille et que vraiment, ils m'ont vu grandir. Et parfois, même moi, ça me surprend quand je fais, par exemple, une collab pour laquelle je suis vraiment fière, de voir tous les retours où eux aussi, ils me disent qu'ils sont fiers de moi, quoi. Et c'est vraiment... ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit qu'il est fier de toi. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous suivent véritablement pour qui on est et pour ce qu'on fait. Et du coup, j'entretiens en essayant de partager au max ce que je fais. Et surtout en étant très reconnaissante pour tout le soutien qu'ils m'apportent toujours, quoi. Moi, je suis tellement reconnaissant des fois que j'ai peur de pas assez montrer ma reconnaissance, tu vois. Genre parce que c'est facile de dire merci à travers une story, tu vois. Mais j'aimerais tellement faire plus. C'est vrai que parfois dans ma tête, j'essaie d'imaginer des idées qui pourraient leur faire plaisir, genre organiser des concours ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours plaisir de faire des concours, des choses comme ça. Mais même ça, parfois, ça paraît... après, moi, je sais pas si... J'ai l'impression que ça paraît faux, parfois, même quand je fais des concours et que je suis hyper contente, parce que
on aimerait rendre ça de manière beaucoup plus humaine, juste de les voir et de leur dire merci, ou de rendre tout le soutien qu'ils nous donnent. Et même parfois, quand je reçois des messages où c'est des jeunes filles ou même des jeunes garçons qui sont en mode merci pour ce que tu partages. Et il y en a même parfois, c'est des messages hyper forts où ils sont en mode tu m'as sauvé, des choses comme ça, qui est vraiment. Parfois, je vois que j'ai le rôle un peu d'une grande sœur ou même pour les jeunes qui sont un peu seuls, de quelqu'un qu'ils n'ont pas, quoi. Et du coup, c'est dur de rendre ça, mais on s'en rend compte et c'est toujours touchant, quoi. T'as déjà fait des genres de meetings, de meet-up J'en ai fait un justement avec Lancôme. À la fin de l'opération, on avait organisé un petit meet-up, mais c'était pas quelque chose de très grand, c'était vraiment intimiste et ça nous a tous fait plaisir. Mais ouais, c'est vrai que parfois, on aimerait organiser des choses un peu plus grosses ou quoi, mais même moi, je me rends pas forcément compte du nombre de personnes qui me suivent et je me sens pas forcément toujours légitime de faire ce genre de choses, tu vois, de dire à tout le monde, bon, venez tous, je vais vous rencontrer, comme si j'étais une star, quoi. Je partage. Après, tout dépend de l'interprétation, tu vois, ou de la manière de sûr. comment tu le fais, tu vois. C'est pour ça qu'il faut trouver le truc sympa à faire, quoi. T'as déjà douté sur ta place en tant qu'influenceuse? Oui, surtout que j'ai commencé en tant que modèle et pas directement en partageant du contenu, en me disant c'est pour les autres, c'est pour partager, c'est pour être influenceuse. Du coup, même moi, quand j'ai vu que mes abonnés ont commencé à grossir, j'étais pas surprise, mais un peu perplexe. Et parfois, on perd vite la notion de cette quantité-là. Après, on voit ça un peu juste comme des nombres, quoi. On se dit pas, là, c'est 10 000 personnes en plus. On se dit juste, ah cool, c'est 10K en plus, quoi. Et du coup, même moi, par rapport à ça, je me suis toujours sentie un peu... je me demande pourquoi ils me suivent moi, quoi. J'ai toujours ce ressenti. Et c'est pour ça, quand je disais avec les meet-up, etc., je suis déjà dans cette réflexion de pourquoi ils me suivent moi. Donc là, de me dire pourquoi ils viendraient se déplacer pour me voir moi, c'est encore plus dur à imaginer, quoi. Et même parfois, par rapport à mon contenu, quand je poste, etc., j'ai toujours cette arrière-pensée de mais qui va aimer ça, mais c'est pour qui qu'on fait ça? Et c'est pour ça que parfois, c'est important de revenir à la base et de se dire qu'on fait ça pour nous, pour partager ce qu'on aime. Et ouais. Je sais pas si toi aussi, tu disais que tu t'es déjà senti comme ça aussi. Ouais, mais pareil, moi aussi, je me suis déjà posé ce genre de questions, genre pourquoi on me suit moi? Qu'est-ce que j'ai de plus à apporter que quelqu'un d'autre, tu vois? Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Est-ce que je suis utile, tu vois? Je dis pas ça pour faire le pick-me, tu vois, mais c'est des questions réelles que je me suis déjà posées. Et comme tu as dit, en fait, tout d'abord, on fait ça pour soi. Si les gens ils nous suivent, s'ils adhèrent pas, bon bah voilà, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Mais si on plaît à des gens, c'est que peut-être il y a une raison et que les gens ont besoin de gens comme nous pour se sentir peut-être moins seuls, pour les inspirer, tu vois. Et en fait, un des trucs qui me touche énormément, c'est quand on me dit, je suis rentré des cours et j'ai vu une vidéo à toi et ça m'a fait sourire. Genre j'ai oublié ma journée, tu vois. On me dit ça me fait un bien fou, tu vois. Je me dis, en fait, je sers à quelque chose, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleure récompense que ce genre de message, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et là, je me dis, en fait, en fait, c'est cool ce que je fais et j'aide les gens. Ouais. Tu vois, j'ai ce ressenti d'aider des gens, moi, c'est trop important, tu vois. Et du coup, pour toi, c'est un peu une forme de responsabilité que tu as envers ta communauté? C'est une forme de responsabilité, oui, parce que du coup, c'est des personnes qui m'accordent leur confiance, tu vois. Et je me dois d'être, entre guillemets, irréprochable, tu vois, parce que je sais que je vais les influencer et que j'ai cette confiance aussi envers eux. C'est des gens que j'aime et que je respecte, tu vois. Donc, je me dois de donner toujours le bon exemple. Du coup, vu que je sais que j'ai cette responsabilité envers ma communauté, bah, je veux être le plus transparent possible par rapport à mes collaborations, par rapport à ce que je fais. Surtout que finalement, en fait, j'ai rien à cacher parce que c'est pas une honte, tu vois. Mais je me dois d'être le plus transparent et le plus sincère avec ma communauté, tu vois. Je sais pas si toi, t'as... Ah oui. Moi, j'ai ressenti ça un peu plus tard. Au début, vu que je postais juste de manière naturelle, je me rendais pas compte qu'il y avait des personnes qui me voyaient et même des personnes plus jeunes. Bon, après, j'étais jeune aussi, donc il y avait rien de dramatique que je postais. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui nous prennent pour exemple. Et c'est important, rien que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent et qui parfois, elles peuvent un peu être complexées, rien que
par rapport au fait que voilà, je vais faire attention de poster que des jolies photos. En plus, je suis modèle et des choses comme ça. Et pour moi, rien que une grande responsabilité que j'ai et que c'est toujours important d'en parler, c'est de pas retoucher les photos, c'est de pas mentir forcément sur notre train de vie ou des choses comme ça. Et parfois aussi, je sais que je fais attention de pas poster des choses qui vont paraître irréelles parfois pour le public. Je sais que parfois il faut rester un peu pudique, ne pas montrer de l'argent à outrance, ne pas montrer ça. Après, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien que de retoucher ses photos, des choses comme ça, et mentir sur son physique, ça, pour moi, personne ne devrait le faire, parce qu'on se rend pas compte qu'il y a des personnes plus jeunes qui sont influençables et qui sont parfois complexées, qui nous voient et qui comprennent pas pourquoi elles ressemblent pas à ça, alors que même les mannequins des magazines, elles ressemblent pas forcément à ça. Ce que j'allais non plus. dire, moi, c'est un truc sur lequel j'ai déjà complexé à cause des mannequins, Ouais, des publicités, des magazines, etc. Ouais, alors que c'est important surtout en tant qu'influenceur, parce qu'il y a toujours cette image avec les stars de cinéma, les grandes mannequins, les top modèles et tout. Bon, elles ont quand même cette image un peu irreachable, genre on peut pas les atteindre, donc on complexe déjà dessus, mais il faut se rappeler qu'elles ressemblent pas toujours à ça. Mais pour les influenceurs, nous, on a une place qui est un peu plus proche, on va dire, des gens qui nous suivent, on a encore moins le droit de tricher là-dessus, quoi, parce que ils vont relate un peu plus sur nous que sur les autres, donc ça serait vraiment leur faire un coup bas, quoi, de faire ça. Je sais que pour nous, en tout cas, c'est important d'être des influenceurs responsables. C'est bien notamment que la RPP ait créé donc le certificat de l'influenceur responsable. Je sais que tu l'as passé récemment. Moi, je l'ai passé il y a quelques temps aussi. Et t'en as pensé quoi, du coup ? Pour être honnête avec vous, je savais même pas que ça existait, le certificat de l'influence, tu vois. Donc voilà, je l'ai passé il y a quelques temps. Et honnêtement, ça m'a appris encore plus de choses que je savais pas, tu vois, pour être transparent avec sa communauté et auprès des marques. Parce que même maintenant, pour pouvoir collaborer avec des marques, il vaut mieux même avoir un certificat. J'ai entendu dire qu'il y avait une masterclass chez Serret Production. Chez Serret. Ouais, j'y étais pas, mais toi, il me semble que tu y étais, tu l'as passé. J'ai assisté donc à la masterclass par Serret Production, donc qui nous a organisé un vrai petit cours. On était plein de petits élèves pour cet après-midi-là. Donc on avait rendez-vous une après-midi donc à notre agence Serret, qui pour une après-midi, l'agence s'était transformée en Serret Academy. Donc on avait des intervenants de la RPP qui étaient là et qui nous ont guidés dans tout ce qu'il fallait savoir pour après qu'on passe le test, quoi. Et donc c'était hyper intéressant, c'est enrichissant, et ça allait déjà dans notre sens à nous tous, aux influenceurs de chez Serret, d'être responsables et d'en savoir plus sur notre métier, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça fait partie quand même des métiers de la pub, et la pub, c'est réglementé, donc c'est important de savoir ce qu'on a le droit et pas le droit de faire, parce que c'est vrai qu'il y a dans certains métiers, on apprend avec les études ou avec l'expérience, etc., mais influenceurs, parfois, on tombe un peu dedans, donc c'est bien d'avoir des certificats comme ça qui nous guident et qui, après, montrent aux marques qu'on fait partie des top influenceurs, quoi. Des bons influenceurs. Du coup, c'était hyper cool, et en plus, j'ai eu 100%. Moi, je l'ai passé un petit peu après. J'ai eu 90%. J'ai fait une ou deux fautes. Ouais, on est des bons élèves. Et en gros, faut avoir 75% pour l'avoir. Donc, nous, on l'a eu haut la main. Haut la main. Voilà, que le top. Mais ouais, c'est cool, parce que surtout, en plus, en ce moment, il y a plein de petites polémiques qu'on entend sur des influenceurs qui disent un peu n'importe quoi ou qui font des placements un peu n'importe comment. C'est bien d'avoir cette petite étiquette qui différencie un peu, sans être méchant, mais qui différencie les différents types d'influenceurs, quoi. Et puis même quand j'ai passé l'examen du certificat, c'était cool de voir, c'était une grande classe, une grande académie avec que des personnes différentes, et c'était vraiment, on voyait vraiment Serret dans les visages de chacun, quoi. C'était des personnes plus âgées, plus jeunes, de toutes ethnies différentes, de métiers différents, de genres différents, et ça fait vraiment plaisir de voir que dans notre agence, tout le monde a le droit à la parole, tout le monde est aimé et apprécié pour ce qu'ils font, et leurs différences. Ah mais ouais, je suis clairement d'accord. Moi qui est chez Serret depuis bientôt 3 ans, tous les talents qui sont chez Serret Production, ça représente réellement la mentalité de Serret, les valeurs qu'ils partagent, l'inclusion, clairement les miennes, et c'est pour ça que je suis chez Serret depuis aussi longtemps. Je me sens représenté par des personnes qui me comprennent, par des gens qui savent qui on est et qui sont totalement
ouverts d'esprit, tu vois, et qui sont OK avec qui on est, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, on a vraiment cette approche de la nouvelle génération. On est tous représentés, on est tous acceptés. Et puis même, on le voit rien qu'à travers notre CEO, la PDG de Sered, Jeannane, qui est donc une femme, qui est une femme maghrébine et qui est une boss, quoi. Et donc, ça nous inspire tous à notre max. Et elle nous le dit sans cesse, qu'elle nous apprécie tous et qu'elle nous apprécie pour nos différences et tous pour notre pouvoir créatif, quoi. Et c'est aussi ce que j'ai aimé retrouver dans cette agence. Donc, comme je disais auparavant, qui est un peu comme une famille, parce que moi, je sais que dans mes agences, quand j'ai débuté, quand j'étais donc... je suis encore modèle, mais quand j'étais uniquement modèle, on n'a pas du tout ça, quoi. On n'est pas apprécié pour nos différences nécessairement, à part si on voit qu'un jour ça rapporte du bif. Mais sinon, c'est pas du tout ça, quoi. Et là, avec cette nouvelle génération et Serette, on se rend compte que c'est maintenant la nouvelle génération qui prend la parole et qui s'assume et qui impose notre vision des choses, quoi. Moi, ça me fait réfléchir sur l'influence dans le futur. Honnêtement, je sais pas ce que ça va devenir. J'espère juste que ça va devenir quelque chose de meilleur, que tout le monde va prendre conscience qu'il faut être responsable dans ce qu'on doit partager, ce qu'on doit montrer auprès du grand public, tu vois, parce qu'on a tous cette responsabilité. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire plus tard. Ça se trouve, je vais arrêter l'influence, je vais me reconvertir. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'essaie de faire attention en faisant du tri. Par exemple, je collabore avec une marque de vêtements qui m'a envoyé un bon d'achat chaque mois de 300 € pour que je puisse commander sur leur site en échange de contenu. Et en fait, j'ai dit stop, arrêtez de m'envoyer des bons d'achat, j'ai plus envie d'acheter, j'ai trop de vêtements, je les porte une fois, je fais une photo et après je donne à mes proches. Enfin, c'est pas très responsable. À côté, j'ai déménagé, j'ai quitté le foyer familial. Je me suis retrouvé dans un 15 mètres carrés et forcément, je pouvais pas mettre tous mes vêtements parce que j'en avais trop et au bout d'un moment, ça m'a vraiment fait tilt et je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi, tu vois, ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apprends à dire non, j'ai pas besoin parce qu'il y a des choses clairement dont on n'a pas besoin et qu'on acceptait juste parce que c'était gratuit, tu vois. Donc j'essaie de faire des efforts. Enfin, je les fais, en fait, je fais pas d'efforts, je le fais. Et c'est un peu notre rôle, justement, d'être responsable et de parfois faire des concessions pour être la meilleure personne Oui, c'est sûr. à suivre, tu vois. Ça rentre pile dans l'air du temps en plus parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous suivent et d'être des influenceurs responsables, c'est hyper important. On a un métier qui est quand même qui est ancré dans le capitalisme. On est là pour montrer des produits, on est là pour montrer des choses. Quand on fait des collabs, c'est un peu quand même pour faire acheter. Et donc, c'est bien d'avoir une approche différente de ce qui a toujours été dans les médias et de dire, on achète, mais parfois on achète aussi responsable. Éthique, comme on essaie de faire. Et c'est donc hyper cool d'avoir ce certificat pour montrer qui sont les influenceurs qui ont conscience de ça. Je dis pas que les autres ne l'ont pas, mais s'ils l'ont, ils devraient passer le certificat de l'influenceur responsable en tout cas. Mais ouais, pour ce que tu disais du futur de l'influence, pour moi, le futur de l'influence, déjà, je pense qu'on va commencer à faire ça serait bien qu'on fasse une bonne distinction entre les influenceurs parce qu'ils ont juste des abonnés et les créateurs de contenu qui sont là pour plus partager quelque chose, qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à montrer. Parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. On peut avoir des abonnés en faisant un peu n'importe quoi. Et donc, je pense que les marques, déjà, je pense qu'elles le différencient déjà. Et notamment, quand on voit des grandes marques qui demandent le certificat de l'influenceur responsable, c'est parce qu'elles veulent quand même faire la différence entre les influenceurs qui sont là pour quelque chose et ceux qui ont juste des abonnés. Et c'est vrai que ça serait bien et je pense qu'il y aura un peu cette prise de conscience. Et on entend de plus en plus parler de la place de l'influenceur dans les médias, etc. Ça me fait penser à un terme qui est utilisé par les sociologues Lazarsfeld et Katz, qui parle de l'influential. Donc, c'est une théorie qui date des années 50, qu'ils ont publié dans un livre qui s'appelait, il me semble, La communication à double étage. Là, en gros, il y a une chute des personnes qui regardent la télé et donc qui reçoivent ces messages de publicité, etc. C'est pour ça, notamment, qu'on fait de plus en plus recours aux influenceurs. Et donc, les influenceurs commencent à avoir cette place qui est celle de leader d'opinion et celle qu'ils appellent aussi guide d'opinion. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit des personnes responsables. Parce que
lors du moment où cet essai, cette théorie a été publiée, on parlait de guides d'opinion. Elle faisait partie des groupes primaires, secondaires et tertiaires, donc la famille, les amis et les voisins. Et donc, c'est des personnes de confiance. Et en étant influenceur, on reproduit un peu cette confiance parce qu'on est proche de notre public. Donc, on reprend un peu cette place d'ami. Voilà, quand je regarde la story de Lena plus grosse échelle, finalement. Oui, voilà, c'est quand je regarde la story de Lena Situation, j'ai l'impression que c'est ma pote. Donc, elle me dit, mais purée, je viens de trouver ce truc sur ce site. Je suis en mode, mais meuf, fais voir. Genre, moi aussi, je veux le choper. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a beaucoup plus de responsabilités. C'est quelque chose à surveiller parce qu'on devient des leaders d'opinion, mais à plus grande échelle. Donc, bien sûr, quand ils utilisent le terme leader d'opinion, ça paraît être gros. On a l'impression qu'on parle d'un président, mais pas du tout. D'ailleurs, dans la démonstration empirique qu'ils ont fait, ça n'avait rien à voir justement ce qu'ils disaient par rapport au statut social. C'était vraiment les amis, la famille, donc les différents groupes. Et donc, c'est important maintenant de comprendre qu'on a cette place dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit responsable par rapport à ça. Non, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de ça avec toi parce que tu sais, en vrai, c'est pas le genre de sujet qu'on aborde souvent ou tu vois, on n'a pas cette place où on sensibilise souvent les gens. Et justement, je suis grave content de l'avoir fait aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et surtout dans le noir parce que les gens ne le savent pas, mais on est dans le noir. Parce qu'on était stressés de parler. Mais en tout cas, oui, ça m'a fait trop plaisir et aussi de voir qu'on a un peu la même vision des choses. Et même de pouvoir partager cette vision parce que parfois on a un peu une mauvaise image des influenceurs, mais voilà, on n'est pas tous à mettre dans la même case, quoi. Yeah. Donc merci en tout cas de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. À entendre nos voix. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques Laurent et Geoffrey d'Into the Wave au montage et à Amel Alnia à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux. Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences, Grosse, Point d'Or et Soirée de Production. À bientôt!